C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la coupure des réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre au Gabon. Une décision de la Haute Autorité de la Communication. Une mesure justifiée par la propagation des contenus haineux et de fausses nouvelles. Nous serons à Libreville dans ce journal. Ce nouveau médicament préventif contre le sida, l'Afrique de l'Est a reçu ses premières doses. Une bonne nouvelle pour le Kenya où 21 000 personnes meurent chaque année du VIH. Nous serons à Nairobi dans un instant. Et puis la culture berbère en Tunisie, délaissée par les autorités, elle est mise en valeur par de nombreuses initiatives. Du chant amazigh à la cuisine traditionnelle, tous les moyens sont bons pour faire découvrir et redécouvrir cette culture ancestrale. Reportage à la fin de ce journal. Au Gabon, la Haute Autorité de la Communication a décidé de suspendre l'accès aux réseaux sociaux sur l'ensemble du territoire. Une mesure justifiée par, je cite, la propagation de contenus haineux et de fausses nouvelles, jugées menaçants pour la stabilité du pays. Écoutez le porte-parole de la présidence gabonaise. La diffusion récurrente sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques accessibles sur le territoire gabonais de contenus inappropriés, diffamatoires, haineux, injurieux, portant atteinte à la dignité humaine, aux bonnes mœurs, à l'honneur des citoyens, à la cohésion sociale, à la stabilité des institutions de la République et à la sécurité nationale. Pour faire face à ces dérives potentiellement conflictogènes, la Haute Autorité de la Communication décide de la suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national gabonais jusqu'à nouvel ordre. Le communiqué de la Haute Autorité de la Communication, lu hier soir sur les antennes de la télévision nationale, ne précise pas la durée de la coupure. Une coupure qui, en tout cas, ne réjouit pas les Gabonais sur place. La correspondance à Libreville d'Ismaël Obiangzi. Alors pour comprendre ce que vivent les Gabonais en cette première journée sans réseaux sociaux, il fallait être dans les rues de Libreville. Ce que j'ai entendu, beaucoup de frustration, mais aussi des voix qui soutiennent la mesure de la Haute Autorité de la Communication. Dans les quartiers, le sentiment général, c'est celui d'une punition collective. Les réseaux sociaux permettent à ceux qui n'ont pas d'emploi d'exécuter les ventes en ligne. Il faut réglementer ces réseaux sociaux et non suspendre. Le monde nous regarde. Ceux-là qui avancent des propos de nature à perturber l'ordre public à travers les claviers, les réseaux sociaux, sont identifiés. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est que la justice doit se mettre au service pour traquer toutes ces personnes-là. À l'inverse, d'autres personnes s'élèvent pour rappeler que la tension était devenue très inquiétante ces dernières semaines à travers les réseaux sociaux, entre accusations de crimes rituels et appels à la haine. Certains estiment que le pays avait franchi la ligne rouge. Votre liberté commence là où celle de l'autre s'arrête. Donc ça veut dire qu'il y a nécessairement une limite, un cadre et des restrictions qui peuvent y être apportées. Sauf que ces restrictions-là doivent également reposer sur un cadre légal. Lorsque des atteintes sont portées à l'ordre public ou à la sécurité nationale, la HAC peut prendre des mesures de suspension ou de restriction de l'exercice de cette liberté. Pour l'heure, les Gabonais retiennent leur souffle dans l'attente de savoir si la coupure sera levée dans les tout prochains jours ou si elle s'inscrira dans la durée. Une certitude, le débat reste très vif, surtout qu'il intervient dans un contexte de grogne sociale marqué par la crise de l'éducation toujours d'actualité, malgré les promesses du gouvernement de satisfaire les revendications des enseignants. Les conclusions de l'enquête sur la mort de l'étudiant à l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal. Elles ne corroborent pas la version du collectif des étudiants de l'université, ni celle de l'autopsie révélée par la presse sénégalaise qui fait état d'actes de violence. Noémie Roche. Accrochés à la façade de l'université, des étudiants tentent de fuir un incendie déclaré dans le pavillon où ils logeaient. Ces images amateurs ont été tournées le 9 février. Et selon le procureur de Dakar, c'est en tombant qu'un étudiant en deuxième année de médecine est décédé ce jour-là. Abdoulaye Ba n'a pas été torturé. Abdoulaye Ba n'a pas été battu parce qu'il n'y a jamais eu de contact physique entre lui et les forces de défense et de sécurité. Sa mort résulte, nous le déplorons, nous le regretterons toujours, d'une chute du 4e étage et il a atterri sur l'asphalte.
Des conclusions qui tranchent avec la version du collectif d'étudiants de l'université qui avait accusé les forces de l'ordre d'avoir torturé le jeune homme à mort. Pour établir les faits, plusieurs personnes ont été entendues. Les médecins, des policiers, mais aussi les colocataires du jeune homme. Des vidéos tournées le jour du drame ont également été analysées. Le 9 février, des policiers étaient mobilisés après plusieurs jours de manifestations violentes sur le campus. Les étudiants protestaient contre une réforme du paiement des bourses et réclamaient le versement d'arriérés. L'intervention parfois violente des policiers avait suscité l'indignation des jeunes. Les forces de l'ordre sont venues ici au niveau du campus. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. J'ai vu de mes propres yeux un de mes amis se faire tabasser violemment par les forces de l'ordre. Le 10 février, le ministre de l'Intérieur avait reconnu des bavures policières et parlé de tragédie, alors que le décès du jeune homme a provoqué une vive émotion dans le pays. On vous parle ce soir de ce nouveau médicament préventif contre le sida. Il a déjà été déployé en Afrique australe en décembre. C'est désormais à l'Afrique de l'Est de recevoir ses premières doses. Au Kenya, c'est une étape importante pour la lutte contre la maladie. Près de 4% de la population vit avec le sida et 21 000 personnes en meurent chaque année. La correspondance à Nairobi de Bastien Renouille. Le Lenacapavir a été approuvé il y a seulement quelques mois par l'Organisation mondiale de la santé et immédiatement les autorités kenyanes s'étaient montrées intéressées. Il faut dire qu'il est efficace à près de 100% pour la prévention du sida et est injecté seulement 2 fois par an par patient, alors que jusqu'à présent les médicaments prophylactiques, c'est-à-dire les médicaments qui empêchent d'être contaminés, devaient être pris quotidiennement. Alors c'est un nouvel outil dans l'arsenal de lutte contre le sida, un outil particulièrement important pour essayer d'endiguer la maladie, notamment ici au Kenya. Près de 4% de la population est infectée par le virus et dans certains comtés, ce chiffre monte même à 20% de la population. Chaque année, 20 000 nouvelles personnes sont contaminées au Kenya, dont une majorité de jeunes. Alors, ce médicament est un nouvel espoir dans la lutte contre le sida, mais il a un défaut majeur, son prix. Aux États-Unis, le traitement annuel coûte 23 000 € par personne. Au Kenya, ce ne sera pas le cas. L'entreprise qui produit le médicament a accepté de le fournir sans faire de bénéfice à près de 2 millions de personnes, à des pays notamment en Afrique. Un chiffre qui n'est cependant pas suffisant puisque à l'heure actuelle, 41 millions de personnes dans le monde sont touchées par le sida. Ce drame au Nigeria, 38 mineurs sont morts ce mercredi matin après une explosion dans une mine de plomb dans l'état de Plateau, dans le centre du pays. L'accident a eu lieu sur le site minier de Kampanine, Zourak, dans la zone du gouvernement local de Waise. Cet anniversaire en République démocratique du Congo, la Constitution souffle sa 20e bougie. À cette occasion, un colloque de réflexion sur le texte a été organisé par l'Institut pour la démocratie, la gouvernance et la paix. Il intervient dans un contexte politique sensible alors que l'Est du pays est toujours en proie à la guerre. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. C'est un colloque scientifique et non politique, c'est ce qu'a martelé le professeur André Mbata. Une précision qui n'est pas anecdotique car André Mbata est à la fois le directeur de l'institut qui organise le colloque sur la Constitution et le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, la coalition de la majorité au pouvoir. Alors des universitaires, des professeurs ou encore des constitutionnalistes ont donc donné leur diagnostic de la Constitution 20 ans après son adoption. Certains ont évoqué une constitution trop calquée sur des constitutions occidentales qui ne répond pas assez aux réalités congolaises. D'autres évoquent des avancées fondamentales comme le pluralisme politique. Comment ne serait-il pas important de réfléchir sur la loi fondamentale d'un pays lorsqu'elle atteint le cap, par exemple, de 20 ans d'existence? Donc c'est important scientifiquement, c'est important politiquement. Il faut qu'on regarde en arrière, qu'on voit le présent, d'où on vient, où on est, et qu'on envisage les perspectives d'avenir sous cette constitution de la République. Il n'y a pas de constitution éternelle, nulle part au monde. La constitution porte la marque de l'être humain qui est lui-même imparfait, qui n'est pas éternel. Cette constitution a ses points forts, mais elle a également ses faiblesses. Et le peuple congolais, s'il en décide ainsi,
il peut la relire. L'ouverture des travaux de réflexion autour de la Constitution a été souhaitée par le président congolais. À plusieurs reprises, Félix Tshisekedi avait pointé un texte dépassé qui contient des failles. Son parti, l'UDPS, avait mené une campagne en faveur d'un changement pur et simple de la Constitution, dénonçant un texte qui ne protégerait pas assez la souveraineté du pays. Une campagne qui s'est essoufflée avec l'intensification de la crise sécuritaire dans le Kivu. Alors de son côté, l'opposition dénonce un débat fait pour ouvrir la voie à un troisième mandat pour le président Tshisekedi. Pour le porte-parole d'Ensemble comme celui de l'Amouka, la Constitution ne doit pas nécessairement être changée, elle doit être appliquée. En Tunisie, des initiatives tentent de faire renaître la culture berbère un peu délaissée dans le pays. Et pour cela, tous les moyens sont bons, de la chanson en langue amazigh à la cuisine traditionnelle. Un reportage de Lilia Blazé Hamditlili. Du dialecte tunisien mélangé à la langue amazigh, sur des airs de musique berbère et de rock, Nora Garieni et ses musiciens font vibrer le public de cet espace culturel à Tunis. Ma mère est artiste peintre et elle faisait des tableaux, des visuels amazigh. Donc, du coup, elle m'a inspirée à un certain moment. Pour Nora, à travers ses chansons, il s'agit aussi d'un retour aux sources, à des valeurs et à des symboles parfois oubliés ou délaissés de la culture berbère dans le pays. Une culture millénaire, mais qui n'est revendiquée aujourd'hui que par 10% de la population. On aborde des thématiques qui concernent la nature, qui concernent l'agriculture aussi, et les symboles amazirs qui ont beaucoup de signification en relation avec l'être humain, son existence, en relation avec notre terre aussi. Dans le public, beaucoup aimeraient que cet héritage soit plus valorisé. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre héritage. Il faut le valoriser. Si les Tunisiens se revendiquant de la culture amazigh sont plus nombreux au sud de la Tunisie, on trouve aussi des villages berbères dans la région du Cap-Bon, comme ici à Sidi Jdidi, à Hammamet. Ce père et son fils ont restauré les ruines du village de leurs ancêtres. Donc le toit, c'est à base de paille, mélangé avec la terre, avec la craie, et qui sont supportés sur le bambou, et le bambou qui est sur le bois du pin. Sur les murs, les fameux symboles berbères à base de henné et de clous de girofle. Au sein de ses habitats, au milieu des montagnes, son fils et lui veulent développer de l'agrotourisme pour valoriser leur culture. La Roussi mise sur les pratiques culinaires des femmes du village, ancestrales. On prépare le couscous avec le blé dur, bien sûr, puisque nous on cultive aussi le blé et l'orge dans les terres. Le patrimoine culinaire il est très important chez les Berbères ou Amazirs, parce qu'en fait c'est une transmission d'une génération à une autre. Et c'est ce qu'on est en train de faire et de sauvegarder. Employé dans le secteur du tourisme, lui-même a repris le domaine familial depuis plusieurs années, dans l'espoir de faire perdurer son patrimoine. Au Brésil, le carnaval de Rio de Janeiro s'achève et cette année, une école de samba a particulièrement marqué les esprits avec un thème puissant aux racines africaines. Clarisse Fortuné. Sur la piste du sambadrome Marquês de Sapucaí, les danseurs de l'école Paraíso do Chuchi enflamment la dernière nuit du défilé. Leur spectacle, intitulé Lona Ifa Lukumi, retrace le voyage spirituel de la tradition Ifa, née en Afrique de l'Ouest, passée par les Caraïbes avant d'atteindre le Brésil. Un voyage historique et symbolique, costumes, percussions et chorégraphies racontent l'influence des civilisations africaines sur les cultures afro-brésiliennes. Un mélange de samba, salsa et merengue qui provoque une forte émotion parmi les participants. C'est un sentiment d'extrême bonheur et de joie. J'avais déjà les yeux remplis de larmes. J'ai déjà pleuré le jour de la répétition, alors imaginez aujourd'hui. La soirée s'achèvera avec un concours. Chaque école est jugée sur les costumes, les chars, l'harmonie et les percussions. Mais au-delà de la compétition,
le défilé reste un moment de communion culturelle. Le carnaval raconte l'histoire que l'on n'apprend pas à l'école. Et ça vaut la peine d'être raconté. Entre héritage africain, créativité artistique et fierté collective, le carnaval de Rio confirme une fois encore pourquoi il reste l'un des spectacles culturels les plus célèbres au monde. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Pour comprendre le monde, il faut vivre au cœur des événements. De Jakarta à Beyrouth, en passant par Kinshasa, Kiev ou Washington. Les correspondants de France 24 sont partout. 200 correspondants qui habitent près de chez vous. Leur mission, vous informer partout dans le monde et à toute heure de la journée. Une information objective, sérieuse, fiable, indépendante. Des faits vérifiés, des fake news démasqués. France 24, on est ici, on est là. Et là, pour vous informer.